Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir dans votre deuxième pays, le Maroc. Vous êtes là pour la présentation de votre dernier ouvrage dont vous nous avez gratifié, intitulé Le Sahara occidental en 10 questions et sorti aux éditions Ellipse. Alors on va en parler dans la deuxième partie de notre échange, mais tout d'abord revenons au Sahel, qui est votre sujet de prédilection et que vous maîtrisez mieux que beaucoup. Un de mes sujets. Tout à fait, un de vos sujets, effectivement. Et j'aimerais revenir sur les 3 pays du Sahel qui ont connu un coup d'État ces dernières années. Alors, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Alors ces 3 pays, par-delà la question du coup d'État, ils ont adopté un discours que l'on peut qualifier aisément de souverainiste. On le voit dans les éléments de langage utilisés par Assimi Goïta. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et un discours d'émancipation vis-à-vis de toute forme de tutelle, ce qui les a amenés à entrer en confrontation autant avec la France et la présence militaire française qu'avec l'Union africaine, la CEDEAO et l'Algérie, pour le cas du Mali. Alors peut-on dire que nous assistons au début de quelque chose qui pourrait prendre la forme d'une vraie émancipation, du moins régionale et peut-être demain continentale, et d'intégration continentale de cette région? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les 3 pays ont les mêmes lois politiques naturelles. Ce sont des pays du Sahel qui, tous les 3, ont une réalité géographique, climatique qui est très claire, et qui tous les 3 ont la même problématique ethnique. Alors, nord-sud dans le cas du Niger, dans le cas du Mali, mais également nord-sud, mais également est-ouest dans le cas du Burkina Faso. Donc 2 pays qui ont des fortes structures ethniques, c'est-à-dire communautaires, et dans lesquels, depuis les indépendances, les pays occidentaux, dont la France, s'obstinent à vouloir définir des solutions politiques individualistes. Ça, c'est le premier problème. La première conséquence de la situation, à l'heure actuelle, selon moi, c'est en fait l'éclatement au grand jour de l'impossibilité de la transposition, de la démocratisation du type one man, one vote dans ces pays. Ça, c'est le premier point. Je dois dire que moi, ça me satisfait beaucoup parce que ça fait quand même plus d'un demi-siècle que j'explique que ce type de démocratie est incompatible avec l'ordre naturel et avec les sociétés naturelles traditionnelles, tout à fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous assistons également à la fin de l'ingérence qui a été une ingérence en selon les périodes politiques, économiques, et maintenant en plus culturelle et existentielle, avec les nouvelles mœurs que les pays du Nord prétendent imposer en Afrique. Et c'est la fin de ça, c'est l'éclatement. Et si vous voulez, il a donc fallu attendre plus de 20 ans après l'éclatement du bloc de l'Est et près de 70 ans après les indépendances pour voir un début de tentative de réalité indépendante. Jusqu'à présent, ces pays-là n'étaient pas indépendants. Alors, vont-ils avoir les moyens de jouer cette carte? Ça, je ne sais pas, l'avenir le dira. Mais pour l'historien, c'est tout à fait fascinant de voir que nous sortons d'un paradigme, complètement. Deuxième fait qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que ces 3 pays vont avoir exactement la même réaction. Et autre conséquence, autre constatation, tout ce qui, à l'heure actuelle, relève encore de l'internationalisme et de l'idéologie internationale ou des conceptions économico-politiques internationales se sont dressées contre ces 3 pays. Qu'il s'agisse de la CEDEAO ou tout le reste, ce sont des transpositions de la Weltanschauung européenne. Et là, c'est un rejet. Alors évidemment,
La classe politique française n'a rien compris comme d'habitude. Les faire-valoir des Occidentaux en Afrique de l'Ouest n'ont rien compris non plus. C'est un mouvement qui est tout à fait intéressant. Aura-t-il un avenir? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce qu'il y a pour la première fois une volonté de se définir soi-même. Et ce qui est également intéressant, c'est de voir que les trois pays sont bien conscients des dangers qui les menacent. Ils savent très bien qu'en ayant suivi cette politique, ils se sont privés d'aides qui seraient très très utiles à la fois au point de vue survie économique et au point de vue survie politique dans le contexte des guérillas, du terrorisme, etc. Vont-ils être capables, avec l'aide de la Russie, vont-ils être capables d'arriver à survivre là où les groupes terroristes n'ont pas été éradiqués par les opérations françaises et internationales pendant des années? Vont-ils, eux, avec leurs petits moyens locaux, réussir à venir à bout de cette hydre terroristo-islamiste, disons-le? Bon. On verra, ça je ne sais pas du tout. Mais c'est une ouverture qui est tout à fait intéressante, et je dirais même, à certains côtés, qui est sympathique. Qui est sympathique. Pour moi qui suis un ethno-différentialiste, qui suis un anti-impérialiste, et qui suis pour, comment dirais-je, le refus de l'imposition de modèles extérieurs à des sociétés qui ont leur propre définition, moi je trouve que c'est sympathique. Nous sortons, si vous le voulez, du diktat démocratique prononcé à la Baule par le président Mitterrand. Nous sortons du diktat économique du FMI et de ces messieurs de l'ordre économique international. Là, on va voir, on va voir. C'est sport, ce qu'ils font, c'est sport. Bonne chance. Alors, toujours concernant le Sahel, vous établissez toujours une différence entre des États qui ont une tradition étatique et une profondeur historique, et d'autres États totalement nouveaux et dont la configuration ethnique ne correspond à rien d'historique, et qui est l'une d'ailleurs des causes de l'entretien des conflits. Mais parmi ces trois pays, il y a quand même un pays qui a une certaine tradition étatique, à savoir le Mali, notamment le sud du Mali, le royaume Sangaï, l'empire du Mali. Est-ce que cet atout, qui, d'après vous, peut-être existe encore dans l'imaginaire collectif chez les Sangaï, pourrait faire du Mali l'épicentre, si jamais cette aventure réussit, d'une forme de confédération sahélienne indépendante, avec pour centre de gravité politique le Mali? Alors, historiquement, il y a eu des États dans cette région. Il y a eu le royaume Bambara, les royaumes Bambara, Songhai, etc. Disons que dans ces régions, chaque fois qu'il y a eu constitution d'un État, d'abord, les États n'ont pas survécu généralement à leurs fondateurs. Mais chaque fois qu'il y a eu constitution d'État, les États se sont faits autour d'une ethnie. Ce ne furent jamais des États pluriethniques. Il y avait bien sûr plusieurs ethnies, mais elles avaient été soumises par l'une des ethnies. C'est d'ailleurs une réalité qui est fondamentale. Il y a un noyau dur qui constitue un ensemble. Alors tant que le pouvoir central est fort, il n'y a pas d'émiettement, mais chaque fois que le pouvoir central connaît des difficultés, soit de succession ou autre, il y a le mouvement qui éclate. Alors, centripète, centrifuge, c'est un mouvement en dents de scie. Donc il est faux de dire qu'il n'y a pas eu d'État dans ces régions, mais en revanche, il est inexact de dire que les États actuels sont des représentations de ces États qui ont existé à l'époque précoloniale. Alors, les Bambara au Mali, les Songhai, ces grands ensembles, vont-ils être capables, autour d'eux-mêmes, ou les Mossi, bien sûr, les Mossi. Alors là, le Mossi, c'est un cas à part, parce que le Mossi est un État qui a survécu. Hein. D'ailleurs, si vous prenez l'exemple du Burkina Faso, vous constatez qu'en fait, les événements se situent sur le cercle, sur les périphéries du bloc Mossi. Le bloc Mossi n'est pas touché. L'on se bat à l'intérieur de ce cercle périphérique au monde Mossi, avec des ethnies qui sont minoritaires et qui, elles, sont travaillées
par les islamistes. Donc le bloc Mossi, pour le moment, résiste. Hein. Sa forte tradition étatique. Alors, il commence à être menacé, hein, mais il résiste encore. Donc je ne sais pas, moi je ne fais pas de prospective, je définis enfin, des grandes réalités historiques. Mais le problème de ces pays, c'est pas tellement cela, c'est qu'il va toujours y avoir l'opposition avec le Nord. Parce que autant les ethnies du fleuve et les ethnies au sud du fleuve ont le même mode de vie, ce sont à peu près les mêmes modes de vie, autant ce mode de vie est très différent avec celle du nord du fleuve, à la fois à l'ouest les Maures et au partie centrale les Touaregs. Alors comment ces populations vont-elles réagir? Regardez au Niger à l'heure actuelle, les Touaregs sont dans l'opposition. Enfin, on parle même de redébut d'un certain mouvement Touareg. Quant au Mali, on va en reparler tout à l'heure avec l'Algérie. Quant au Mali, bon, le phénomène n'est pas réglé, le problème est toujours là. Non. L'on parlait il y a quelque temps de l'indépendance de l'Azawad, qui était une vue de l'esprit. Moi, je crois que si le Mali veut se projeter dans l'avenir, il faudrait qu'il se débarrasse du Nord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Accepter, c'est compliqué. Parce que d'un côté comme de l'autre, il y a une incompatibilité. Et il y aura toujours un problème. Même si en superficie, on peut croire qu'on s'arrange, etc., il y aura toujours ce problème qui sera... Mais les Touaregs sont-ils toujours autant enracinés qu'ils le furent avant? Parce qu'il y a quand même des exodes non, il y a eu vers la ville. Là, effectivement, le monde saharien a beaucoup bougé. Autre phénomène, les agglomérations sahariennes touaregs sont maintenant en majorité non touaregs. Il y a eu un exode rural, il y a eu une colonisation des sudistes vers le nord. Et inversement, un départ des Touaregs. Mais il n'empêche que dans la, comment dirais-je, dans l'esprit et dans les réflexions politiques, ceci est encore très important. Et ça, on ne l'effacera pas. On ne l'effacera pas, c'est une réalité. Alors, comment vont-ils s'arranger? Fédération, confédération. En fait, ce qui a provoqué en fait la grande rupture entre le Mali et la France, c'est que la France a voulu jouer les équilibres. La France a sauvé les sudistes au début de l'opération Serval, quand les nordistes sont descendus sur Bamako, et dans un deuxième temps, la France a empêché la reconquête du nord par le sud. Donc j'ai fait un communiqué, moi, dès 2012, sur mon blog, en disant désormais la France va être au Mali, prise entre le marteau touareg et l'enclume sudiste. Il fallait partir. Ou il fallait, surtout, ce que j'avais également préconisé à l'époque, dire aux sudistes, nous avons sauvé Bamako, nous allons reconquérir pour vous, car c'est la France qui a reconquis les villes du Nord, mais chaque reconquête doit s'associer chez vous à une ouverture politique avec les nordistes. Sortez de votre esprit. En fait, ils avaient une constitution plus ou moins fédérale, mais c'était du jacobinisme appliqué. Sortez. Et il aurait fallu conditionner cela à un accord politique. Ou alors partir, en disant, l'indépendance a eu lieu, nous ne sommes plus chez nous, nous n'avons pas la volonté, nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas le droit de gérer le pays à votre place. Donc là, on vous a aidé en bloquant cette offensive, maintenant, débrouillez-vous, au revoir. Encore fallait-il peut-être même ne pas intervenir en Libye, ce qui aurait permis de faire l'économie de tout ça. Là, on remonte à d'autres causes. Là, c'est la période Sarkozy qui a été une période catastrophique. Nous payons aujourd'hui les conséquences de la politique de Sarkozy, à tout point de vue. Sarkozy est aligné sur la politique américaine. Le deal qui était passé, c'est la France évacue l'Afrique, laisse la place aux États-Unis. Voilà, donc bien sûr, là c'est ce deal les bases françaises étaient en train de tout démanteler, etc. Alors moi j'ai publié un article l'autre jour expliquant que, en fait, l'Europe va en revenir au XVIIIe siècle en Afrique. C'est-à-dire l'abandon de l'intérieur du continent mystérieux et le littoral. En fait, la politique des comptoirs, parce que, finalement, l'Europe n'a pas d'intérêt en Afrique, sauf dans certaines zones particulières, et elle va en revenir au XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'abandon de l'intérieur du continent mystérieux et le littoral. En fait, la politique des comptoirs, parce que, finalement, l'Europe n'a pas d'intérêt en Afrique, sauf dans certaines zones particulières,
Alors, il suffit d'être installé dans des bons rapports avec les États côtiers. De toute façon, s'il y a des richesses à exporter, elles s'exporteront par la mer. Donc autant être au point d'aboutissement. En plus, la colonisation a créé des autoroutes, des voies ferrées, tout aboutit dans ces grands ports. Donc inutile d'user ces ergots, que le coq gaulois cesse d'user ces ergots dans les sables du désert et qu'une protection des zones maritimes se fasse avec un retour. Je crois que les anglo-saxons, qui eux sont des marins, ont compris cela. Alors que nous, Français, qui sommes des terriens, enfin des marins, mais surtout des terriens, nous sommes enquistés dans ces terres de soleil et de sommeil, comme des psycharies, et nous avons perdu des hommes, et puis ils ont perdu notre temps. Et en même temps, France, par ce biais-là, a privé bon nombre d'États de leur pleine souveraineté, alors qu'elle aurait pu continuer à commercer avec eux dans un schéma de souveraineté mutuelle, comme vous l'expliquez. La France n'a pas d'intérêts commerciaux. Le Sahel... Et quand même l'uranium... non, c'est rien. L'uranium du Niger, c'était 6% de la production française. Non, la France n'a pas d'intérêt. Il faut bien voir que l'Afrique au sud du Sahara, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, hein. L'Afrique du Nord, je veux dire de l'Égypte au Maroc. Je ne parle pas du Maghreb. L'Afrique au sud du Sahara, représente 1,5% du commerce extérieur français. Et la zone sahélienne représente 0,05%. Ça n'existe pas. Donc, ce ne sont pas des intérêts économiques. Le Niger a représenté un intérêt pour l'uranium il y a 20 ans. Maintenant, c'est terminé. D'autant plus que, la France a des mines d'uranium sur son propre territoire. Les écologistes interdisent qu'on l'exploite, mais demain, la France est privée d'uranium. Elle est autonome. Il y a simplement dans le Tarn, simplement dans le département du Tarn, il y a une mine d'uranium qui n'a pas été mise en activité, qui a 15 ans d'activité, qui à elle seule fournit la totalité des besoins français, dans le département du Tarn, une seule mine. Et il y a à peu près 30 à 40 gisements d'uranium en France. Pour le moment, on n'exploite pas. Par exemple, on a découvert du pétrole dans la région parisienne, les écologistes interdisent les forages. Il y aura un jour où ces charlatans de l'écologie seront renvoyés à leurs chères études et où le réalisme l'emportera. Donc, attention, je ne crois, le discours, qui est souvent le discours d'une présence française pour des intérêts économiques au Sahel, c'est de l'idéologie et du baratin. Alors, le froid diplomatique avec la France, ça, on le comprend bien. Mais qu'en est-il de l'Algérie? Qu'est-ce qui se passe entre le Mali et l'Algérie? Alors, le Mali accuse l'Algérie d'ingérence. Certains parlent même d'une exploitation illégale de certaines richesses du Mali par l'Algérie. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe. Ce que j'ai dit depuis toujours, c'est que pour les Algériens, le Mali est une sorte d'arrière-cour. Pourquoi? Parce que le nord du Mali est peuplé par des Touaregs. Et ces Touaregs sont apparentés aux Touaregs qui sont en Algérie. Ce qui fait que l'Algérie a toujours eu un œil sur ces mouvements Touaregs. Si vous reprenez l'histoire, il y a eu 7 guerres Touaregs. Tous les accords de paix ont été organisés par les Algériens, ou ont été signés en Algérie. L'Algérie considère le nord du Mali comme semi-protectorat. Et l'Algérie intervient dans le nord du Mali à travers ses affidés, que nous connaissons très bien. Or, l'Algérie a toujours eu une double politique, une soutien aux Touaregs, mais interdire aux Touaregs d'être indépendants. Parce qu'une indépendance des Touaregs aurait pu avoir des conséquences sur les Touaregs algériens. Donc une politique d'équilibre, en quelque sorte, l'Algérie qui est l'héritière de la France, à tout point de vue, dans ses frontières, dans ses mentalités jacobines, dans sa façon de fonctionner, dans son idéologie, dans son refus du réel, l'Algérie, vraiment, est l'héritière de la France. L'Algérie se retrouve aujourd'hui au Mali dans la situation qui fut celle de la France avec l'opération Serval, c'est-à-dire entre l'enclume et le marteau. Et là, elle prend un coup de marteau. Parce qu'il est bien évident que le nouveau régime qui est au pouvoir à Bamako est un régime qui ne peut pas accepter l'irrédentisme touareg. Et il est évident que si ce régime reprend complètement le contrôle du nord du Mali,
il va y avoir des conséquences avec les Touaregs. Donc l'Algérie est obligée d'intervenir. Et elle est intervenue, comme souvent en ce moment, très maladroitement. On se demande vraiment s'il y a encore une politique étrangère et un corps diplomatique algérien. L'Algérie a eu une forte diplomatie dans les années 70-80. Là, véritablement, ils subissent et tout leur pète à la figure. Hein. Alors l'arbitrage entre le Mali et l'Algérie sera-t-il russe à votre avis? Parce que d'un côté, la Russie aide le Mali indirectement et directement à restaurer sa pleine souveraineté, notamment sur le nord, à travers Wagner, qui a changé de nom depuis, mais également à travers l'armée russe régulière, qui fournit des armes, qui forme techniquement. Et de l'autre côté, la Russie livre l'Algérie en armes, et donc elle a un levier de pression sur les deux. Et donc elle peut-elle arbitrer entre les deux, à terme? On peut voir le problème de deux manières. La Russie a-t-elle un levier de pression, ou l'Algérie peut-elle être prise entre l'enclume et le marteau? Parce qu'il y a un moment où la Russie, je parle de la Russie, il faudra que la Russie choisisse. La Russie ne peut pas à la fois soutenir un régime malien qui combat les Touaregs, qui eux-mêmes sont soutenus par l'Algérie, qui est le client militaire de la Russie. Donc, il y a un moment, il faudra... La position trancher de la ou Russie... arbitrer. Comment? Trancher ou trouver un compromis. Obliger les deux à se mettre autour de la table et négocier. Mais sur quel thème? Sur le thème de l'autonomie plus grande donnée aux Touaregs, les sudistes n'en veulent pas. Et les Touaregs savent que c'est une escroquerie pour eux. Donc, je crois que, pour le moment, pour les Russes, tout est beau car tout est nouveau. Cela marche parce qu'ils sont dans une optique entièrement militaire. Par exemple, ce qu'ils ont réussi en Centrafrique, c'est excellent. Ils ont fait ce que les Français n'ont pas osé faire en raison des journalistes et des droits de l'homme. Parce que les militaires français étaient tout à fait capables de le faire. Hein. On savait qui il fallait liquider pour régler le problème. Les Russes l'ont fait. Les Russes ne sont pas tenus par les ligues, par Amnesty International et par tous les collabos qui luttent contre leur propre pays, toutes ces ONG. Bon, on aurait dit à l'armée française, à la fois au Mali et en Centrafrique, bon, les gars, c'est comme la guerre d'Algérie, on va gagner, peu importe, on y va, on gagne. Le but de gagner, et le but n'est pas de perdre. On aurait très bien réussi. Hein. Bon, on avait les pieds et les poings liés par, comment dirais-je, les groupes de pression, Amnesty International, Droits de l'Homme, Presse de gauche, Journal Libération, enfin, tous ces gens qui n'ont qu'une vue politique tirée contre leur propre pays. Alors, pour le moment, les Russes n'ont pas ce problème. Va se poser un problème politique. Il y a un moment où il va falloir sortir du militaire pur, il va falloir passer au politique. Ils ne pourront pas se contenter éternellement d'être une milice armée, il va falloir passer au politique. Alors celle-là, où les Russes vont découvrir ce que sont les complexités africaines. Et là, bon, alors, ils ont des gens qui sont très bons en africanisme. Moi, j'ai vu, là, il y a quelques années, quand j'ai donné quelques conférences au MGIMO à Moscou, j'ai vu des grands africanistes, hein, des gens qui connaissent bien l'Afrique. Mais de là à entrer dans le détail, j'allais dire, entre guillemets, ce qu'on appelait affaires indigènes du temps de la colonisation française... Alors, ils connaissent, mais ils n'ont jamais pratiqué. Ils n'ont pas pratiqué. Vous me direz, ils connaissent avec le Caucase. Ils le pratiquent au Caucase. L'Asie centrale, le Caucase. Voilà, l'Asie centrale et le Caucase. Alors, vont-ils être capables de transposer une expérience de ces zones en Afrique? Je ne sais pas. Là, moi, je reste dans les grandes interrogations. Pour le moment, je constate, on verra. Et puis c'est tout récent, c'est tout jeune. Pour le Niger, il y a quelques mois. La Centrafrique, le Tchad, ça commence à peine. Donc, voyons, laissons le temps venir. Puis le Soudan, ça continue encore, on ne sait pas... Alors le Soudan, et il n'y a pas que le Soudan, alors le Soudan, ça a un autre problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à déstabiliser le Soudan. Comme il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à déstabiliser l'Éthiopie. Alors, ceux qui ont intérêt à déstabiliser l'Éthiopie sont ceux qui voudraient que l'Éthiopie freine
ces politiques de mise en eau du grand barrage. Et de l'autre côté, l'Éthiopie a tout intérêt à déstabiliser le Soudan, de façon que le Soudan ne soit pas l'allié de l'Égypte. Hein, on est d'accord. Donc c'est un système. Or, et la Russie et la Chine sont impliqués, là aussi. Et là, de part et d'autre encore. Ils ne peuvent pas jouer sur deux tableaux à la fois. Il y a un moment donné, il faut être clair. Vous voyez, il faut être clair. Pour le moment, la mer avance, la mer monte, mais il y a un moment où il va falloir établir une digue. Hein. Alors, ça va arriver quand? Je ne sais pas. Moi, je regarde avec beaucoup de curiosité ce qui se passe. Pour le deuxième volet qui concerne votre dernier livre, alors on ne va pas l'aborder là parce que j'invite tous nos spectateurs à visionner la conférence intégrale de votre intervention que l'on a réalisée aujourd'hui juste avant l'entretien, qui sera publiée dans quelques jours sur ODC TV. Vous avez tout le loisir et le plaisir de découvrir tout l'argumentaire développé dans ce livre. Mais j'aurais une question quand même par rapport à ce livre. Quel intérêt auraient les Français à lire de Sahara occidental en 10 questions, votre dernier ouvrage? Les Français, pas que les Français. Mais en tout cas les Occidentaux. Les Occidentaux. Les non-marocains, les non-algériens. Tout simplement pour voir que d'un côté, il y a une approche totalement idéologique, totalement artificielle, qui est l'approche de l'Algérie et du Polisario, et de l'autre côté, une réalité qui est une réalité inscrite dans l'histoire, dans le droit, dans la culture, dans la religion, parce que ces régions se référaient, comment dirais-je, à l'autorité religieuse, donc politique, des sultans du Maroc. C'est une histoire qui est une histoire complètement occultée en Europe, tout simplement parce que la gauche française et européenne, depuis les années 70, a pris fait et cause pour la version algérienne. Et comme la droite ne combat jamais au point de vue intellectuel, la droite perd tous ses combats. Quand la droite arrive au pouvoir en France, elle est là pour gérer les décisions qui ont été prises par la gauche avant. On n'a vu nulle part la droite revenir sur des décisions politiques prises par la gauche. La droite, c'est le suivisme de la gauche. C'est la mise en forme d'une manière cohérente des décisions politiques de la gauche. C'est pour ça que les républicains n'existent plus, parce que les gens commencent à s'en rendre compte. C'est la mort. C'est très intéressant ce qui se passe. Très intéressant ce qui se passe à la fois, on en parlait tout à l'heure pour l'Afrique, avec la fin d'un paradigme, pour l'Europe aussi. C'est la fin du paradigme européocentriste, c'est la fin d'un paradigme droite-gauche. Partout, l'on sent que les peuples reviennent à des réalités qui ont été occultées par l'universalisme idéologique pendant des années. Aussi bien les Africains qui ont subi le néocolonialisme occidental, celui culturel, économique, philosophique, même chose pour nous. Alors chez nous, en Europe, c'est extraordinaire parce que les délires LGBT et les folies de nouvelles philosophies de l'existence, ça va aller contre un mur. Ça va aller contre un mur, parce que l'ordre naturel va reprendre dessus. Ça sera peut-être la grande occasion d'un grand nettoyage. Et le non-dit que nous subissons, nous, depuis les révolutions du XVIIIe siècle, parce que la France subit le résultat des révolutions du XVIIIe. Nous sommes encore dans l'héritage de la révolution de 89, etc., qui est une révolution qui a pris ce vieux pays de France complètement à l'envers, qui a tout renversé. Le fait qu'on peut parler également de coup d'État républicain. Coup d'État républicain, on voit bien en France à l'heure actuelle les libertés qui n'existent plus. Les libertés n'existent plus. Ces gens parlent sans arrêt de démocratie et de peuple et refusent le référendum parce qu'ils savent que le peuple va les renvoyer à leurs chères études. Mais tout ça est en train... Il y a une révolution mondiale et je pense que cette révolution également se fait à la faveur de ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, à la faveur de la guerre entre la Russie et l'OTAN. Je ne dis pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN, les malheureux Ukrainiens n'étant là-dedans que, comment dirais-je, la chair à canon de l'Europe. Les tirailleurs ukrainiens, on va les appeler. Oui, c'est la chair à canon, c'est triste, c'est lamentable. Et on se rend compte tout de même j'allais dire qu'il y a presque un combat civilisationnel qui est en train de se dérouler. Et aujourd'hui, l'Asie, l'Afrique,
l'Amérique du Sud comprennent que si l'OTAN l'emporte, ce sont des valeurs qui sont refusées par ces pays qui vont l'emporter. Hein, j'allais dire, la civilisation Coca-Cola contre la civilisation des icônes. Hein. C'est pas exactement la même chose. Et donc c'est un grand bouleversement qui se prépare en Afrique partout. Et je crois que nous arrivons à la fin du cycle et à des paradigmes qui meurent et à des nouveaux qui se produisent. Alors ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Sous quelle forme? Sous quelle forme? Mais le vieil ordre né de 1945 est mort. Bernard Lugo, merci infiniment pour vos éclairages et j'espère vous revoir très prochainement. Merci.